Bonsoir et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct à partir des studios de TV5 Monde et pour cette 21e heure de direct, nous arrivons sur la côte ouest des États-Unis. Nous arrivons à Miami, une ville dont tous les médias parlent. Miami qui est devenue véritablement un Eldorado pour les Français. Pour parler de cette ville, j'ai à mes côtés Elisabeth Gazet. Elisabeth, bonjour. Vous êtes directrice associée du bureau de Barnes à Miami, donc un Barnes spécialisé dans l'immobilier, et vous vivez depuis 15 ans à Miami. Julie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des projets en développement chez CSE Executive Relocations, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de relocation, et vous avez peut-être un projet d'installation à Miami. Absolument. Et parallèlement sur Skype, bonjour Monsieur le Consul, nous avons donc Philippe Létrilliard, Consul général de France à Miami. Monsieur le Consul, nous entendez-vous? Je vous entends très bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Monsieur le Consul, est-ce que vous pouvez tout de suite nous faire une présentation de la communauté française présente sur place? Combien sont-ils? Quel est le profil et surtout quelle est l'évolution? Avec plaisir. Et d'abord, merci beaucoup à TV5 Monde de s'intéresser à notre communauté française à Miami. Nos compatriotes en Floride sont une petite communauté en croissance. Nous avons 15 000 personnes présentes. 5 000 sont inscrites au registre et je pense qu'en tout, nous sommes 15 000, avec une croissance régulière au cours des dernières années. Ce qui est important, je crois, de dire d'entrée de jeu, c'est que cette communauté est plutôt jeune et qu'elle est très dynamique. C'est une communauté jeune, avec une majorité de nos compatriotes qui ont entre 30 et 55 ans, beaucoup de familles avec des enfants, et donc une communauté en croissance. Mais c'est aussi une communauté dynamique, très investie dans le paysage économique local. Alors comme vous savez, les États-Unis, c'est un contexte économique très concurrentiel, c'est un contexte juridique très différent de celui de la France. Eh bien, dans ce contexte, nos compatriotes sont à la fois dans des domaines très diversifiés et sont très allants. Par exemple, dans le tourisme, dans la gastronomie, par exemple dans l'immobilier, bonjour à Elisabeth Gazet, par exemple dans le luxe, mais aussi dans des secteurs comme les infrastructures ou comme les industries, notamment l'industrie aéronautique. Donc, bien, monsieur. brièvement, une communauté jeune et dynamique. Très bien, merci Monsieur le Consul. On chassera donc l'idée reçue qu'à Miami, on est toujours en vacances. C'est pas vrai, à Miami, on y travaille beaucoup. Alors, on va faire une pause justement et on va aborder le sujet de la vie quotidienne. En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission consacrée à Miami. Alors, tout de suite, on va aborder quand même une actualité, c'est la transformation de Miami. Et je crois que là-dessus, Elisabeth, vous avez pas mal de choses à nous dire.
C'est vrai qu'on a vu Miami évoluer considérablement depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est probablement une des villes les plus dynamiques de tous les États-Unis. De par la diversité des secteurs d'activité, on en reparlera tout à l'heure, mais ça donne un très grand dynamisme et une grande énergie à la ville. Et puis surtout, on assiste aujourd'hui à l'arrivée de beaucoup d'Européens, ce qui et de Français, et de Français. On parle de plus en plus français, on entend de plus en plus le français à Miami, et c'est intéressant parce que ça balance un petit peu avec le côté qui était très latino-américain il y a une dizaine d'années. Donc il y a plein de bonnes raisons de vivre sur place. Alors il y a évidemment la sécurité, parlons-en quand même, parce que c'est vrai que c'est une ville sécure. C'est une ville tout à fait sûre, avec des quartiers tranquilles, un grand choix, bien entendu, en centre. En fait, c'est très grand, Miami. Hein. On est à Ventura au nord et on descend jusqu'à Pinecrest, et ce sont 45 kilomètres de communautés, de quartiers, de villages. Donc, il y a un très grand choix. Et dans tous ces quartiers, on vit bien et en toute sécurité. Alors justement, Julie, à ce propos, j'aimerais que vous nous fassiez part des premières réflexions qu'on avait pu vous faire lorsque vous vous étiez mise en quête d'un logement à Miami. Effectivement, on l'a évoqué, la question de savoir si on a besoin d'être rassuré, hein, comme on a pu en parler. Il est vrai que la réputation qu'on donne à Miami n'est pas forcément très légitime, puisque en discutant avec pas mal de spécialistes, notamment des gens qui habitent depuis longtemps, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de sécurité. On peut rencontrer à tous les coins de rue. On y est plus en sécurité qu'à Paris. Hein. Ah oui, oui, absolument. Absolument, c'est bien dit. Donc du coup, effectivement, pour se rassurer, on peut être dans des maisons gated, ce sont des communautés. Vous avez pas mal de maisons séparées avec une entrée sécurisée, un garde. Vous avez aussi les condominiums, on en parlait aussi, avec les appartements. Effectivement, vous avez une sécurité qui est inhérente à ce type de logement. Mais sincèrement... Mais enfin, on vous avait dit, on ne peut pas vivre à Miami si on n'est pas dans une communauté gated. Je pense, oui, on m'a dit ça, mais avec peut-être beaucoup de... Oui, certainement. C'est pas du tout une nécessité, en fait, parce qu'il y en a d'abord très peu. Hein. Ça remonte, c'était surtout développé à l'époque, dans les années 80, où la sécurité était un gros problème à Miami. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de villages ou de quartiers où les gens ne vivent absolument pas dans des communautés fermées et vivent très bien. Et il y a une très grande, en plus, souvent, solidarité entre voisins. Dans des petites communautés comme Miami Shores au nord ou Pinecrest au sud, ce sont comme des villages. Des jolis villages. Et vous avez... Il y a très peu de communautés fermées. Ouais, absolument. Donc, alors, il y a quand même un petit sujet qui fâche, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à Miami. C'est quand même le troisième État le plus peuplé maintenant aux États-Unis, avant New York. Et la circulation, ça devient un peu problématique. Je ne sais pas si quand vous y êtes allé, vous vous en êtes rendu compte. Absolument. En fait, le trafic est vraiment impressionnant. On peut rester vraiment des heures dans la voiture. Ça devient un peu... Alors, c'est important, et c'est pour ça que nous, quand nous recevons des Français, nous passons du temps à analyser leurs projets et à leur donner des conseils pour justement qu'ils essayent de vivre pas trop loin de leur travail pour avoir une belle qualité de vie. Parce qu'ils arrivent en rêvant d'une qualité de vie et il faut qu'ils choisissent le lieu de vie qui corresponde à cette qualité de vie. Et les embouteillages, c'est récent. Alors, il y a un autre sujet. Bon, d'accord. Alors, il y a la plage, il y a la mer. On essaie d'en profiter, même si on travaille beaucoup à Miami, je crois. Et puis, il y a le climat. Alors, le climat, il est formidable. Oui, mais... Et on va écouter Jean-Michel Caffin qui va nous parler des ouragans et de l'impact que ça a au quotidien. Les ouragans interviennent de façon très intermittente. Le dernier gros ouragan était en 2005. C'est quelques jours de perturbations, pas trop de dégâts, des problèmes un peu d'électricité. On vit avec, on se prépare très bien et on sait comment se préparer. Donc véritablement rien qui puisse créer des conditions qui empêcheraient de venir s'installer à Miami. Nous avons 3 millions d'habitants à Miami et de plus en plus d'immigrants qui s'y rendent, bien conscients de ce petit problème climatique avec lequel on peut vivre très facilement. Alors, vous avez déjà vécu un ouragan, hein, Elisabeth ? Oui, j'en ai vécu plusieurs dans les années 2000. En fait, on a beaucoup de chance parce que voilà des années qu'on n'a pas eu d'ouragan, on a juste eu quelques petites tempêtes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on est toujours très bien préparé, très organisé.
Et donc, il n'y a pas d'effet de panique parce que tout ça, on le sait à l'avance. Et donc, on s'organise. C'est l'avantage de Miami, c'est comment on peut prévoir. Voilà. Alors qu'en Californie, on ne prévoit pas les. Un tremblement de terre ne peut pas se prévoir. Donc, voilà, c'est très organisé. Donc, parlons d'immobilier, parce que quand même, il y a énormément de gens maintenant qui vont investir à Miami. Quels sont les nouveaux quartiers privilégiés des Français ? Voilà, ça c'est une très bonne question parce c'est une des particularités de Miami, il y a des quartiers qui sont en pleine naissance, en pleine émergence, et notamment la tendance c'est justement d'être plus près du centre-ville. On parlait des embouteillages, c'est une façon d'éviter d'être trop... Le centre n'étant pas Miami Beach. Alors non, le centre-ville, il y a le downtown qui avant n'était pas du tout un lieu de résidence, qui aujourd'hui devient un lieu de résidence avec le quartier de Brickell par exemple, où il y a de très beaux immeubles. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous installer à Edgewater, qui est un quartier magnifique qui a été redécouvert. En fait, c'est un quartier délaissé. Là, on remonte un tout petit peu. On monte un petit peu. Et en fait, pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'il il y a des nouveaux développements, des nouvelles constructions. Donc, on achète sur plan aujourd'hui avec des vues. Ce qui est urbain. Voilà, c'est urbain, avec des vues sur Miami Beach. Donc, c'est superbe. Et on parlera de ce quartier quand on parlera des écoles, parce que justement, comme par hasard, comme c'est un quartier en émergence, il va y avoir un projet d'école dans ce quartier. Voilà. Donc, Edgewater, Brickell, ce sont des quartiers intéressants pour des personnes qui veulent être dans un appartement. Urbain, donc environnement urbain. Vous avez visité un quartier qui vous a plu, Julie ? Qui est un petit peu plus au nord, je crois. Oui, alors moi j'ai visité pas mal de quartiers déjà et j'ai beaucoup aimé les quartiers classiques, Coral Gables, etc. Mais effectivement, il y a Bay Harbor que je trouve très plaisant. Bon, par contre, qui est effectivement, c'est un peu le Paris 7e. Voilà, c'est vraiment très prisé et assez cher. C'est un peu Neuilly. Voilà, par contre, il y a une excellente école publique. Voilà, donc il y a vraiment ce qu'il faut sur place. Très calme, très sécurisé, mais un petit peu plus excentré en fait au nord. Oui, très beau. Absolument. Et Miami Shore, j'ai entendu parler. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de visiter. À l'époque, c'était peut-être un peu moins prisé. C'est très joli. Ça... Alors, Miami Shore, ça fait partie Patton Place, on pourrait dire. Oui, c'est adorable, c'est très vert, c'est très bien, tout est impeccable. Et en fait, c'est un village avec sa propre police, sa propre mairie. Et en fait, Miami Shores fait partie de l'Upper East Side, qui est justement le quartier un petit peu plus au nord de downtown. Vers lequel les Français commencent à arriver. Oui, les Français s'y intéressent. Il y a quelques communautés aussi comme Belmead, comme Morningside. Et c'est à la fois près de tout et à la fois très tranquille. Donc c'est un mélange intéressant. Et c'est pas urbain. Ça reste assez... on dira pas rural, mais il y a beaucoup de verdure. C'est très vert, très tranquille. Pas de grand building. Non, il n'y a pas de building et on est en même temps à 15 minutes en voiture de la plage, 10 minutes en voiture de la plage. 10 minutes de l'aéroport. 15 minutes de l'aéroport, on est près de tout, mais on est très tranquille. Quand on rentre chez soi, on est tranquille. Alors justement, tous ces nouveaux quartiers sont des nouvelles solutions. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il va y avoir une école à Edgewater, je crois. Alors, ou à Midtown. Il va y avoir un lycée français. Alors ça, c'est une très grande nouvelle parce que on n'avait pas, comme à New York, un lycée français privé. Donc, le lycée français privé va ouvrir c'est un scoop, à la rentrée 2016, avec classe de 6e, 3e et 1e. Ensuite, il y aura petit à petit toutes les classes qui vont rentrer. Et ils vont s'installer justement entre Edgewater, Midtown, dans ce quartier très central. Alors, autre bonne nouvelle, donc il va y avoir une école aussi, visiblement pas trop loin de Miami Shore. On va écouter d'ailleurs la directrice de cette école qui s'appelle Lena McLaurin Salvant. Alors, le premier campus, le campus d'origine de l'école franco-américaine de Miami, se trouve à Coral Gables, c'est-à-dire dans le sud de Miami. Nous avons ouvert ce campus ici à Miami Shores au mois de septembre. Donc c'est un tout nouveau campus. Nous occupons ce premier bâtiment et nous hébergeons les classes de petite, moyenne, grande section et CP. Et nous sommes en train de rénover le deuxième bâtiment pour accueillir les classes du CE1 jusqu'au CE2. Voilà, le campus du Sud est un campus qui accueille 160 élèves. C'est un campus avec des listes d'attente assez importantes. Et voilà, nous sommes en train de développer le campus au nord. Bon, donc des solutions pour la scolarité apparaissent un peu partout à Miami. Visiblement, le fait que toutes ces populations étrangères arrivent, ils trouvent des solutions. Julie, vous avez donc bien étudié la question de Miami. Qu'est-ce qui vous paraît être pour vous une problématique quand on va s'installer ?
La vraie problématique est de savoir faire un arbitrage parce qu'on ne peut pas forcément avoir tous les paramètres qui sont combinés et il faut savoir dans quelle situation on se trouve. Donc, en fonction de votre structure familiale, je dirais que vous allez orienter vos choix. Pour moi, fondamentalement, je le vois par rapport à nos clients aussi, la question fondamentale est de savoir trouver une bonne école pour les enfants. Mais ça, on en a parlé à l'instant. Ça, c'est pour moi le premier jet. Et le deuxième, effectivement, la recherche du logement qui va découler souvent de cette école. Et après, il n'en reste pas moins que quand vous partez dans un pays que vous ne connaissez pas, mais ça c'est vrai pour n'importe quelle destination, vous n'avez pas forcément de réseau d'amis, vous n'avez pas forcément de connexion. Et donc, vous êtes un peu perdu, etc., un peu seul. Donc, c'est vrai que trouver des associations françaises présentes, etc., voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est fondamental. Je crois que les personnes peuvent être accueillies très, très vite, rapidement, et connaître rapidement le réseau. Nous, c'est un de nos rôles. D'ailleurs, en tant qu'agent immobilier, on fait beaucoup plus que de trouver un logement, puisqu'on accompagne nos clients au début de leur projet, du début à la fin de leur projet, notamment en donnant des contacts, en présentant aux principales associations, en présentant les écoles. Très, très important, le point des écoles, c'est les dates d'inscription. Il y a un choix d'école, mais il y a des dates d'inscription qui sont absolument qu'il faut respecter. Il ne faut pas se faire surprendre par ça. Et donc ça, c'est tous ces conseils, on va les donner en amont. Et c'est pour ça qu'il faut, comme vous le savez peut-être, aux États-Unis, et notamment à Miami, un agent immobilier a accès à la totalité des biens. Tous les biens sont mis en commun, il a accès à la totalité des biens. Donc, vous pouvez choisir un agent de confiance qui va vous aider sur tous ces aspects-là, sur vraiment l'installation, le choix de vie, le choix de style de vie, de quartier, etc. Mais c'est vrai que vous, Elisabeth, comme le dit Julie, c'est interconnecté, en fait. C'est une vocation chez vous, parce que vous accompagnez les gens du début jusqu'à la fin. C'est vrai. Et c'est peut-être aussi grâce à vos 15 ans d'expérience, parce que vous connaissez Miami mieux que personne. Oui. Je pense qu'à ce niveau-là... Et il faut reconnaître que dans les années 2000, quand on est arrivé en 2000, je peux vous dire qu'il n'y avait pas ce support, il n'y avait pas ces réseaux et on était un peu perdus dans la nature. Aujourd'hui, c'est différent. C'est vrai. Voilà. Je vous remercie infiniment à toutes les deux. On va se retrouver tout de suite après la pause pour évoquer plus maintenant la vie de l'entreprise sur place. Nous continuons notre émission sur Miami et j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Sureau. Olivier Sureau, vous êtes expert comptable et associé de Jade Associates, comme son nom l'indique. Bonjour. Et vous êtes également conseiller du commerce extérieur de la France. Vous vivez à Miami depuis plus de 10 ans. Tout à fait. Voilà, et vous avez un petit garçon. Exactement. Lucius Meida, vous êtes avocat. Votre cabinet s'appelle Lex International. Vous êtes au barreau de Miami. Pas que de Miami, de New York aussi. Oui, du Canada. Voilà, et vous vivez à Miami depuis un certain nombre d'années, je crois. J'ai 5 enfants. Et vous avez 5 enfants. Voilà. Donc, tout de suite, on va évoquer le rebond de l'économie aux USA parce qu'il est assez notable pour être souligné. Je vous écoute. Chacun, vous avez des chiffres à nous communiquer. Les deux grands indicateurs à l'heure actuelle au niveau de l'économie américaine sont le taux de croissance, puisqu'on est en rythme annuel au troisième trimestre 2014 de 5%, ce qui va au-delà de toutes les prévisions les plus optimistes qu'on avait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le déclic, c'est vraiment 2012, hein ? Oui. Depuis 2012, en fait, c'est la pente qui a été remontée avec la... Donc 5% de croissance. 5% de croissance en rythme annuel et un chiffre qui est proche d'ailleurs, le taux de chômage, qui est de 5,6%, qui est le plus bas depuis 2008. On peut leur envier. Oui. Lucius, vous avez peut-être d'autres chiffres. Oui, la Floride est l'État probablement qui croît le plus rapidement de tous les États des États-Unis. C'est un État nouveau, mais il y réside actuellement presque 21 millions d'habitants. 21 millions d'habitants. Pour 19 à New York, hein, c'est ce que vous contre 19,9 pour New York.
c'est incroyable. Miami croît énormément. Je pense que vous l'aviez mentionné, une population très jeune, très dynamique et très internationale. On y a à peu près, beaucoup d'Allemands, d'Espagnols, de Français, de Russes. Et ce sont des gens vraiment des entrepreneurs, des investisseurs, des gens internationaux. Comme l'a beaucoup dit, de dynamisme. Monsieur le Consul. Exactement. Tout à fait. Alors, on va s'intéresser aux atouts d'une implantation à Miami, parce que j'imagine que pas mal de monde intéressé pour s'implanter là-bas va être intéressé. Donc, quels sont les atouts majeurs de Miami pour une implantation? Et là, c'est Jean-Michel Caffin, qui est président de la section Floride et Caraïbes, des conseillers du commerce extérieur, sur place, qui va nous répondre. Miami offre deux avantages majeurs, deux atouts. L'un, c'est une base pour une première implantation qui est moins risquée et moins coûteuse que d'autres grandes métropoles. Nous sommes déjà dans une grande métropole. Toutefois, l'accès y est plus facile et la vie également. Ça contribue à l'adaptation immédiate. Nous avons pu vérifier ça à l'expérience. Donc, un bon point de départ. Nous sommes sur la côte Est. Nous pouvons desservir toute cette côte. Nous sommes à 3 heures de New York. Nous sommes à 6 heures de décalage horaire de la France et une petite nuit d'avion de l'Europe. Donc, une première implantation idéalement positionnée pour les États-Unis. Par ailleurs, nous sommes ici déjà en Amérique latine. Donc, en ayant un premier pied sur les États-Unis, vous avez déjà une présence en Amérique latine, puisque à l'instar de Dubaï au Moyen-Orient ou Hong Kong en Asie, Miami est un véritable hub au point de vue économique, au point de vue négoce, au point de vue logistique, au point de vue aéronautique, à partir de lequel on peut desservir l'ensemble de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc on le voit, l'atout numéro 1, c'est la localisation. Alors, parmi vos clients, est-ce qu'il y en a beaucoup qui justement rayonnent? Oui, tout à fait. Miami est un point névralgique, c'est-à-dire que géographiquement, comme on vient d'en parler, on dit souvent de Miami, c'est la ville la plus proche des États-Unis. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est dans les États-Unis sans l'être, on est proche des Caraïbes, de l'Amérique latine, de New York, de l'Europe et de la côte ouest des États-Unis. Donc c'est un point vraiment très important pour les sociétés et c'est une base, à mon avis, obligée pour toute société qui veut s'implanter aux États-Unis. J'ajouterais aussi très proche, surtout en hiver, très proche du Canada et de la Russie. Et puis pas loin de Cuba. Pas loin de Cuba, exactement. La fiscalité, ça aussi c'est un atout. Alors, oui. Parlez-en. La Floride est un des 4 États des États-Unis qui n'ont aucun impôt sur le revenu personnel. Donc le revenu net imposable est imposable seulement au niveau fédéral et non pas du tout au niveau de l'État. À New York, par exemple, il y a 3 niveaux d'impôts, 2 de plus, le niveau étatesque et le niveau de la ville municipale. En Californie, la même chose. Donc, la Floride, en général, est reconnue comme un des paradis fiscaux des États-Unis. On y paye quand même des impôts. Oui, on paye les impôts, surtout à Washington. On n'aime pas tellement, mais moins qu'ailleurs. Il faut payer. Voilà. On paye moins. D'accord. Mais c'est quand même, en beaucoup d'autres domaines aussi, c'est considéré, il y a des analyses faites très souvent et il s'avère que la Floride est le 4e moins imposé État des États-Unis. Quand même, ouais. En général. Une belle position. Créer son entreprise aussi, c'est pas compliqué, en 24 heures sur sunbiz.org. Alors, on va parler de la LLC. Qu'est-ce que c'est qu'une LLC? Et ensuite, Lucius, vous nous parlerez de cette évolution-là. Parce que visiblement, il y a quelque chose qui a changé au 1er janvier. Alors une LLC, la particularité d'une LLC, c'est une société qui est fiscalement transparente. C'est-à-dire qu'elle a son indépendance juridique, comme tout type d'entité, comme une petite SARL en France. Mais la particularité, c'est l'associé qui va payer l'impôt pour le compte de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne va s'y appliquer que la fiscalité des personnes physiques, donc imposition unique. Et donc, par conséquent, comme l'a évoqué Lucius
juste à l'instant, on va échapper en étant propriétaire d'une LLC à l'imposition de l'État de Floride qui, pour une société, puisqu'on n'a pas parlé de l'imposition des sociétés, est assez faible, mais elle est quand même de 5%. Donc ça nous permet en fait d'optimiser fiscalement dans cette LLC tout en se protégeant juridiquement en tant qu'associé. Il y a eu un changement. Au 1er janvier 2015, là, visiblement, il y a eu un changement concernant les LLC. Quel est-il ? Oui, il y a plusieurs changements. L'année 2014 et au fait de 2015. Les lois ne restent pas, évoluent d'une façon positive en Floride. Donc, la LLC a été rendue beaucoup plus flexible et il y a un changement qui permet, contrairement à certains cas et précédents décidés en cours, de limiter la responsabilité des associés et donc ça a amélioré, pour ainsi dire, le statut de LLC. Olivier a bien mentionné, il y a la LLC, mais il y a beaucoup d'autres sociétés transparentes et des sociétés opaques et puis des sociétés fiduciaires. Je voudrais, si vous m'accordez 10 secondes, parce que la société fiduciaire, c'est très intéressante maintenant. C'est une nouvelle type de société qui n'existe que rarement dans le monde. Par exemple, en Suisse, au Liechtenstein. Et là, elle existe en Floride maintenant ? Elle est en train d'être approuvée. La loi a été déjà promulguée, les règlements sont en train d'être promulgués et ça permettrait de gérer des fonds d'une façon beaucoup mieux qu'un trust. Et donc, c'est parce que nos législateurs sont un peu en avant. Un nouveau mécanisme, c'est le troisième type de société. Donc, il y a les sociétés transparentes, qu'Olivier a mentionné, les sociétés opaques, qui sont des contribuables, des personnes, ils ont des personnalités juridiques, ils ont une personnalité juridique propre à eux, et elles sont donc complètement imposées elles-mêmes, et il y a ces sociétés fiduciaires. D'accord. Donc très avantageuses. Mais je pense que si on a affaire à une PME, à un porteur de projet, on va plutôt lui conseiller la LLC, voire la Corp. Oui. Si c'est une filiale, en général, on recommande une Corp. Et si c'est un entrepreneur individuel, une LLC. Oui. D'accord, très bien. Alors, bon. Il faut vraiment consulter avec ses comptables, de très bons comptables. Et son avocat. Et son avocat, c'est toujours mieux. On a ici le binôme. Comme on a toujours une seconde opinion. Voilà. Le binôme idoine. Très bien. Alors, bon. D'accord, pour créer sa société, on a vu comment ça se passe. Maintenant, il faut quand même avoir un visa, si on veut pouvoir travailler aux États-Unis. Donc, on va tout de suite écouter Delphine Martin, qui est consultante senior chez Carl Wade Avocat, nous évoquer ce qu'est le visa E2, plus communément appelé le visa investisseur. Donc, il existe un visa pour les investisseurs qui est dit visa temporaire, visa E2. Le visa E2 est destiné aux personnes se rendant aux États-Unis afin de diriger ou créer une société américaine dans laquelle ils vont investir un capital conséquent. Les conditions principales d'attribution sont les suivantes. Le demandeur doit détenir la nationalité d'un pays ayant signé une convention en matière d'investissement avec les États-Unis. L'investissement doit être considérable, c'est-à-dire suffisant pour assurer la réussite de l'exploitation de la société. L'investissement doit porter sur une véritable société en exploitation et ne pas être un investissement spéculatif. L'investissement doit générer des revenus considérables et ne pas être marginal, c'est-à-dire avoir un impact économique significatif aux États-Unis et pas uniquement assurer à l'investisseur son établissement aux États-Unis. L'investisseur doit prendre des risques commerciaux et contrôler ses fonds. Il doit être présent aux États-Unis afin de diriger l'entreprise. S'il n'est pas l'investisseur principal, il doit être employé par la société à des hautes fonctions de management, soit cadre dirigeant. Il n'y a pas de somme fixe considérée comme capital minimum pour déterminer l'investissement comme considérable. Toutefois, les services de la citoyenneté et de l'immigration américaine, le USCIS, examineront si l'engagement financier de l'investisseur est suffisant pour assurer la réussite de l'activité. Un investissement minimum de 100 000 à 150 000 $ est exigé, bien que cela puisse être réduit dans le cas où la société ne nécessite pas un tel investissement.
Donc, on a eu quelques détails sur ce fameux visa E2, qu'on peut regarder d'ailleurs vraiment dans son intégralité dans les bonus, et là, on comprend vraiment tout. Il y a également des explications sur le visa L1, qu'on utilise plus quand on crée une filiale, dans les bonus aussi, et là, il faut aller voir dans l'émission consacrée à New York. Alors, une autre problématique à ne pas négliger si on veut réussir, ce sont les problématiques humaines. Et à ce titre, on va écouter Frédéric Bajol de FB Consulting, puis après on se retrouve tous les trois. Le deuxième type de problématiques sont des problématiques personnelles. Si vous venez aux États-Unis, il faut savoir que faire du business aux États-Unis est extrêmement difficile pour plein de raisons qui sont d'ordre culturel ou qui sont d'ordre de business eux-mêmes. Il faut être courageux et travailleur. Ça, c'est très très important. Le temps de travail aux États-Unis, vous pouvez commencer à travailler à 8 heures du matin jusqu'à 10-11 heures le soir. Il n'y a aucun problème. Il faut être déterminé et motivé. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a aucune aide sociale que l'on peut rencontrer en France. Donc il faut se débrouiller par soi-même pour les assurances sociales, pour les retraites, pour le chômage, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement difficile et nouveau pour nous Français parce qu'on ne connaît pas du tout ce type de situation. Enfin, il faut être réaliste, ne pas rêver. L'argent ne tombe pas du ciel aux États-Unis, donc il faut le gagner, il faut savoir comment le gagner, et il faut être accroché en permanence pour pouvoir mener son activité. Enfin, la dernière raison, elle est très banale, mais il faut savoir parler anglais, et au mieux aussi espagnol, puisque les deux langues sont les langues véhiculaires à Miami. Voilà, il y a beaucoup de problématiques, mais en fin de compte, venir à Miami, c'est simple. Écoutez, soyez humble, faites-vous aider par les gens et venez d'une façon très très simple et essayez de prendre en considération les deux cultures, la culture française et la culture américaine. Bon, je crois que Frédéric a bien balayé tous les aspects, surtout rester humble et puis travailler. Puis la conclusion qu'il a faite, elle est forte, puisqu'il faut vraiment bien respecter la double culture, et il faut bien s'y insérer, c'est plus important. Oui, c'est tout à fait ça. Vous vouliez rajouter un mot à propos des visas, Lucius? Oui, et à propos, justement, il avait mentionné qu'il faut se fier sur des gens. J'aimerais mettre le focus être bien sur accompagné, oui. très très bien accompagné par des professionnels des deux côtés. Multiculturels. Multiculturels et multi-juridiques, multi-comptables, parce que les systèmes de comptabilité, de droit, etc. ne sont pas à 100% les mêmes. Et il faut vraiment, vraiment insister dessus. Autrement, il y a beaucoup de problèmes qui pourraient surgir. À propos des visas, donc vous vouliez dire quelque chose? Il y a plusieurs types de visas en plus des E2. Il y a le L1, il y a le EB5 et le gouvernement américain est actuellement en train d'essayer d'attirer les cerveaux de partout au monde et les entrepreneurs. Et donc, nous attendons au courant de cette année, 2015, toutes les lois sur l'immigration vont être améliorées, allégées en faveur de l'Europe et en faveur de la France. Très bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Merci infiniment, Lucius Meida. On va aborder un autre sujet. Avant que vous nous quittiez, j'aimerais quand même que vous nous disiez juste un mot sur le symposium que vous organisez les 2 et 3 mai 2015. Parce que c'est un gros événement. Il va y avoir beaucoup de vos collègues. Et je pense que c'est une opportunité pour quelqu'un qui veut monter un business là-bas d'y participer. Absolument. 10 secondes. 10 secondes, d'accord. Plusieurs organismes floridiens, l'association des banquiers, le barreau, l'association comptable organisent un très très grand symposium. Il y aura probablement entre 350 à 600 participants avec les meilleurs experts, et il y aura non seulement des professionnels, bien sûr les comptables, les avocats, les banquiers, mais les agents immobiliers, mais aussi beaucoup d'investisseurs, banques, institutions de financement, institutions d'investissement. Donc, s'il vous plaît, regardez sur le site international-symposium et vous allez voir, c'est en train d'être monté, ça va être prêt dans 2-3 semaines. Voilà. Je pense que c'est très important pour avoir le background
et pour avoir beaucoup de bons contacts. Et rencontrer de bons professionnels. Voilà. Merci infiniment, Lucius. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite après avec Olivier et on va aborder un nouveau sujet. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono et nous sommes en direct des studios de TV5 pour une émission consacrée à Miami. Nicolas Billot, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur de Barnes Commercial Real Estate à Miami. Et donc, en fait, vous êtes en charge de vendre des entreprises aux Français qui pourraient être intéressés. Olivier Sureau est toujours avec nous. Olivier Sureau, expert comptable, Jade Associates. Alors, c'est intéressant, donc, cette nouvelle race, entre guillemets, de Français qui arrivent à Miami et qui veulent acheter carrément l'entreprise clé en main pour éviter les problèmes de visa, etc. Tout avoir en une seule fois. Alors, j'aimerais justement, Olivier, qu'on parle de ces entrepreneurs qui ratent en fait leur implantation, parce qu'il y en a pas mal. Et effectivement, la solution que vous proposez, Nicolas, peut éviter ce genre de loupé. Donc, c'est pas le passage le plus gai de l'émission, mais il faut quand même en parler. Oui, il faut parler d'un constat. En fait, il faut partir d'un constat. Hein, c'est que, je dirais, 3/4 des implantations sont à la fin un échec. Et pourquoi elles sont un échec? Il y a des raisons qui sont diverses, mais ça passe déjà par une mauvaise préparation, on l'a évoqué tout à l'heure. Et un mauvais accompagnement. Et aussi, on pense qu'on peut faire les choses soi-même. Donc la première priorité, la première des choses qui sont envisagées, c'est de se dire, je vais créer ma société, je vais créer mon affaire, je vais créer mon business, comme on dit, et je sais faire. Alors parfois, on va avoir deux types d'investisseurs. Ça va être soit un investisseur qui va reprendre une activité qu'il n'a jamais effectuée en France, donc première source d'échec aussi. Il crée une affaire dont il n'a jamais effectué le métier. Oui, là on parle de création. Voilà. Ouais. Et deuxième source d'échec, c'est une personne qui va avoir réussi en France et qui est tellement persuadé d'avoir réussi en France qu'il est persuadé de réussir aux États-Unis. Et là, c'est le manque d'humilité. Et là, c'est un peu exactement le manque d'humilité. Donc 80% en fait, c'est ça. Malheureusement, ça marche pas. Exactement. Et 20% ça marche, et ça marche très bien. Voilà. Et 80% ça marche pas. Enfin. Et puis l'investissement, il ne faut pas oublier aussi qu'on pense souvent le côté financier, mais Miami est une ville quand même qui a un coût. Et encore une fois, mal préparé, on arrive souvent à créer sa société avec peu de fonds et on n'a pas de quoi le voir venir devant soi. Et c'est une erreur. Il faut prévoir 2 ans d'oxygène. Il faut prévoir 2 ans d'oxygène devant soi, ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Alors donc, compte tenu de ce constat qui n'est pas le plus gai, mais enfin, faut être réaliste, il faut dire les choses. Il y en a qui optent carrément pour acheter la société clé en main. Oui, parce qu'en fait, nous avons affaire à des gens qui sont très dynamiques, qui ont envie d'entreprendre et qui, en général, ont un projet de vie. Donc, nous sommes là pour les guider de la meilleure façon possible. Et en fait, notre conseil, c'est vraiment de capitaliser sur une expérience réussie en France, ce qui est le meilleur moteur pour, effectivement, en s'adaptant. Si on est un bon entrepreneur en France, exactement, on sera un bon entrepreneur. Exactement. Et nous guidons nos clients, évidemment, vers des entreprises existantes, qui ont déjà un track record, qui ont déjà une performance. Et en réalité, il va y avoir un gain de temps considérable pour l'investisseur, pour l'entrepreneur, puisqu'il va gagner, en général, il faut 2 ans pour, je dirais, établir un vrai business en Floride. Il va gagner ce temps-là et va consacrer son énergie, justement, à développer. Et donc, je dirais, c'est une clé du succès. Donc, vous avez quelques entreprises dans votre listing. Oui. 2-3 secteurs d'activité.
Alors, le secteur d'activité primordial à Miami, c'est le food business, parce que évidemment, les Français sont très forts dans ce domaine et reconnus. Hein. Donc, nous avons vendu récemment une entreprise de distribution alimentaire qui importait des produits français pour les distribuer auprès des hôtels-restaurants. C'est la société. Et ça s'est fait très vite. Ça s'est fait très vite. C'est un vrai professionnel qui l'a acheté pour la développer justement. Et cette société qui s'appelle Canel est très connue de toute la communauté. Et donc, ce Français est arrivé. Il voulait racheter une entreprise, la maison qui allait bien avec, et exactement. De fait décrocher son visa. Voilà, et donc le concept clé en main s'applique vraiment à des entreprises qui ont un bon track record, qui ont un potentiel de développement, et ensuite il faut les accompagner pour les mettre en contact avec les bons professionnels à Miami qui vont permettre d'organiser, de surveiller et de sécuriser surtout tout le process d'acquisition des entreprises jusqu'au closing. Merci Nicolas. On va tout de suite écouter un sujet qui est présenté par Paul Bensaba, qui est le président de la section Nord-Amérique des CCE. Il va nous parler d'une grosse opération qui va aussi avoir lieu en mai, juste après celle coordonnée par Lucius Meda. C'est le symposium des CCE, des conseillers du commerce extérieur. Ça aura lieu en mai 2015. Et je pense que si on a envie de monter un projet là-bas, c'est une bonne idée d'y participer. Olivier y sera. Nicolas y sera, Lucius y sera sûrement, tout le monde y sera, donc on regarde tout de suite ce sujet et après on conclut. Bonjour Paris et merci de me donner l'opportunité de parler du symposium mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, ces hommes et ces femmes qui donnent bénévolement de leur temps pour développer le commerce international de la France et l'image de la France. Ce symposium sera notre deuxième symposium mondial suite à celui de 2012 qui avait eu un énorme succès avec 650 participants. Ce sera cette année le plus grand rassemblement de chefs d'entreprise français jamais fait à l'étranger et nous visons plus de 1000 participants qui consisteront en des hommes et des femmes d'affaires de plus de 50 pays différents. Nous aurons le plaisir et l'honneur d'avoir Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères et du Développement international qui sera présent, ainsi que de nombreuses autres personnalités du monde politique et économique international. Nous aurons également l'honneur d'avoir de nombreux ambassadeurs, presque tous les ambassadeurs des pays des Amériques, Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Nord. Et nous aurons également la possibilité pour une centaine de PME de participer à ce programme assez extraordinaire, dont une fois de plus le thème central sera le futur, comment le futur affecte nos entreprises, les nouvelles technologies, etc. Et cette centaine de PME qui sera sélectionnée à l'avance aura la possibilité de participer et de faire véritablement du coaching et du mentoring par des conseillers du commerce extérieur de façon bénévole bien sûr pour les aider à pénétrer non seulement le marché d'Amérique du Nord mais également les marchés internationaux d'une manière générale. Voilà, ce sera un très très grand événement. J'espère que j'aurai le plaisir de vous y voir nombreux. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site symposium2015.cnccef.org. Merci, à très bientôt à Miami, les 7 et 8 mai 2015. Tout est bien noté, on a l'adresse du site, on a les dates, on y sera. Monsieur le Consul, je crois que vous voulez intervenir et conclure cette émission en quelques mots. Merci beaucoup. Je voulais simplement, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous les conseils qui ont été donnés. Je voulais ajouter simplement à l'égard de nos compatriotes qui seraient intéressés par une installation à Miami qu'ils peuvent compter sur de nombreux relais sur place. Alors bien évidemment, il y a le consulat et les conseillers consulaires, mais il y a aussi de très nombreuses associations françaises, notamment Miami Accueil pour l'arrivée dans la ville. Et puis il y a aussi des organismes économiques importants comme la Chambre de commerce franco-américaine, et bien entendu, on vient d'entendre Paul Bensaba, les conseillers du commerce extérieur français. Donc j'invite tout le monde à aller sur les sites internet de ces différents organismes, et une fois arrivé, bien entendu, on accueillera tout le monde à bras ouverts. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Consul, en tout cas, pour votre participation. Messieurs, merci à vous également d'avoir été là. Tout de suite, à suivre, on part en Afrique, on va en Angola. Au revoir.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.